Bonjour, je suis Johanna Aouzi, coach professionnelle et cofondatrice de Lumanae. Et vous écoutez le podcast Coach Toujours, tu m'intéresses. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui ont en commun d'écouter, d'aider, d'orienter et surtout de coacher. Ils observent, analysent, comprennent, interrogent et guident des personnes qui leur font confiance pour déposer, partager, s'alléger, prendre de la hauteur et apprendre à mieux se connaître. Ils excellent dans l'art du questionnement et dans l'écoute sans jugement. Ensemble, nous discutons de leur parcours de coach, des méthodes qu'ils utilisent, d'un coaching qui les a marqués et de la façon dont leur approche a changé les choses pour leur coacher, voire pour eux-mêmes, pour se développer et rayonner. Bonne écoute! Aujourd'hui, dans Coach Toujours tu m'intéresses, je reçois une femme au parcours aussi impressionnant qu'inspirant, Mounia Benchekroun. Bonjour Mounia. Bonjour. Mounia, tu as d'abord bâti ta carrière dans la finance de haut niveau, private equity, LBOs, direction générale, stratégie d'investissement, avec des responsabilités de poids en France comme à l'international. Mais un jour, tu as osé faire ce fameux premier pas, celui que tu racontes si bien dans ton TEDx, passer de la finance au coaching. C'est ça. Aujourd'hui, tu es executive coach et sparring partner spécialisé dans l'accompagnement de dirigeants, fondateurs et start-upers. Tu les aides à penser stratégie, à résoudre des problèmes complexes, à trouver leur alignement tout en cultivant l'authenticité et l'impact durable. Formée au coaching à Londres, certifiée MBTI, curieuse insatiable, tu as aussi enrichi ta pratique avec l'intelligence collective, l'hypnose et même la psychologie analytique. Ton approche est claire, accompagner sans complaisance, soutenir sans diriger et surtout croire au potentiel de transformation de chacun. Mounia, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour parler de ces premiers pas qui changent la vie, de leadership et de ce qui fait la différence dans l'accompagnement au quotidien. Merci Johanna de me recevoir. Alors Mounia, comment tu as découvert le coaching pour la première fois ? Alors mon premier contact avec le coaching, Johanna, n'a pas été ultra mémorable. Donc je te propose de te parler du second contact, qui lui a été très transformant, en tout cas pour moi et pour ce qui a suivi dans ma carrière. Le contexte de ce coaching, c'était évidemment une difficulté. J'étais en difficulté. Le contexte était le suivant. Mon boss de l'époque, j'ai travaillé dans une banque, part et je prends sa suite dans cette banque anglo-saxonne spécialisée dans le financement de LBO. Ok, alors attends, juste pour revenir là-dessus, toi à cette époque, tu fais quoi dans cette banque ? De l'investissement de dossiers en LBO. D'accord. Je suis senior manager, donc je lead les transactions avec des juniors et puis voilà. Ok, et donc ton boss part et donc tu prends sa suite. Je prends sa suite dans des conditions très particulières, comme tu vas le découvrir, puisque des conditions difficiles à l'extérieur, c'était la crise, et des conditions de prise de poste extrêmement challenging. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que on m'a donné toutes les responsabilités qui allaient avec le poste, c'est-à-dire la responsabilité légale, être sur le CABIS, être responsable du reporting Banque de France, etc., etc. Mais sans les moyens qui allaient avec. Par exemple, on n'a pas officialisé mon changement de poste, on m'a pas donné le titre, on n'a pas communiqué ni à l'équipe ni en externe que je prenais la direction. C'était comme ça. Et il faut savoir que j'étais dans une petite équipe et que du jour au lendemain, je passe de statut de collaboratrice au statut de boss, entre guillemets, mais de boss qui n'a ni la carotte ni le bâton. Oui. Je prends le bureau du boss, qui est dans le bureau d'à côté, donc une situation très particulière. Et j'ai oublié de mentionner dans les difficultés, j'ai seulement 30 ans. D'accord. Partant de là, une amie à l'époque se faisait coacher. Elle travaillait dans un fonds d'investissement anglo-saxon. Et elle a parlé de moi à son coach, qui s'appelle John O'Brien, qui est un monsieur formidable, qui est aujourd'hui un ami,
Et elle lui a parlé de mes difficultés et ce qui s'est passé est très drôle. Il lui a donné un livre à me remettre. Et ce livre, c'était Ma voix t'accompagnera de Milton Erickson. Et il l'a fait avec une induction très forte qui était: dis-lui qu'elle a besoin de rien comprendre à ce qu'elle lit, mais juste de lire va complètement la transformer. Donc c'est vraiment une induction hypnotique très très forte. Et finalement, on s'est rencontrés avec John. Et après des mois et des mois de négociations, j'ai réussi à avoir un coaching pour moi et pour l'équipe, qui ne voulait pas de ce coaching, évidemment. Et ça a été très impactant. Très impactant. Pourtant, le coaching, c'était une journée, un peu moins d'une journée par mois, pendant 6 mois. Le matin, on avait chacun des one-to-one avec John. Et l'après-midi, on avait une session plénière de 2h30, 3h, ça dépend. Et rien que ça, ça a eu un énorme impact. Ça t'a accompagné dans la prise de fonction, qu'est-ce que ça t'a permis? Et justement, c'est un peu ce qui m'a donné envie de faire du coaching, parce que ça a permis d'aligner l'équipe, de la ressouder, d'être beaucoup plus forts ensemble, alors que la situation ne s'y prêtait pas, parce que ils avaient raison. Ils me disaient: Mounia, je t'aime bien, mais c'est pas toi qui décides de mes bonus. Donc si je peux bien me faire voir par le boss de l'Europe, c'est mieux. Je pouvais pas leur dire l'inverse, en fait, c'est humain. Mais ce coaching a permis qu'on soit alignés ensemble, alors qu'on était partis d'une situation assez chaotique à la base. Et ça a permis d'avoir des résultats ensemble assez remarquables, puisque au bout de 6 mois, on a fait le premier deal post-crise en arrangement avec BC Partners, et dans la foulée, un deuxième deal avec Carlyle. Et voilà, et on était une petite équipe assez junior par rapport aux autres équipes européennes, mais une petite équipe assez junior qui pesait pas lourd sur le PNL, mais qui avait rapporté beaucoup en termes de PNL à l'équipe européenne, en fait, puisqu'on avait représenté jusqu'à 1/3 des résultats européens. Ah oui, d'accord. Quel parcours, hein. C'était très très intense et en même temps mémorable. Enfin, on a eu de bons moments. Et comment es-tu arrivée à faire donc à sortir de cet univers pour arriver au coaching? Alors, tu fais super bien la transition, parce que moi, je ne m'expliquais pas ce qui était arrivé. Et je voyais pas le lien entre ce qu'on avait fait en séance de coaching, que ce soit en one-to-one ou en groupe. Je voyais pas le lien entre ça et les résultats spectaculaires qu'on avait eus, et cette transformation énorme qu'on avait vécue individuellement et collectivement. Et donc, j'étais très curieuse. J'avais vraiment envie de soulever le capot, de voir quelle était la mécanique de ce qui s'était passé. Et voilà. Et puis, j'étais à un moment de ma vie où finalement, l'investissement était devenu très répétitif. Enfin, j'ai vu des centaines d'entreprises à 360 degrés. Et crois-le ou non, mais à un moment, toutes les entreprises se ressemblent, ça devient une mécanique assez rodée, et puis j'apprenais plus rien. Et la dernière chose, c'est que j'avais vraiment envie de m'orienter vers l'humain, remettre l'humain au centre. Et alors le private equity est l'un des plus beaux métiers au monde, hein, pour moi. Malheureusement, il n'accorde pas assez de place à l'humain. Le private equity, c'est le temple de la création de valeur. Par contre, la création de valeur par l'humain est assez négligée. Et moi, j'avais vraiment envie d'explorer ça. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en me formant au coaching. Et tu t'es formée alors que t'étais encore en poste? Oui. D'accord. Oui, je me suis formée, j'étais encore en poste. Tout à fait. Je pense que ça m'a permis de tenir aussi.
Qu'est-ce qui t'a poussé à sauter dans le vide ou vers cette nouvelle étape professionnelle? En fait, j'y pensais depuis longtemps. D'ailleurs, quand mon boss voulait partir, c'était très drôle parce que il m'a dit Mounia, faut que je te voie, j'ai quelque chose à te dire. Et je lui dis ouais, Philippe, moi aussi, il faut que je te voie, j'ai quelque chose à te dire. Je voulais lui dire que je partais. Et il m'a dit, ben, toi d'abord. Je lui dis, vas-y, toi d'abord. Et il me dit, bah, je pars. Oh. Et clairement, on ne peut pas partir en même temps. Et donc, c'était une idée qui me trottait dans la tête. Puis, je crois qu'elle a fait son chemin. Elle a fait son chemin. Et puis, à un moment, petit à petit, on y arrive. On saute le pas. Finalement, à un moment, on décide. Si, c'est vrai que maintenant que tu me poses la question, je me souviens d'une coach qui m'avait dit, j'avais pas été coachée par elle, mais j'avais fait un premier chemistry meeting, et elle m'avait dit, ferme les yeux et imagine-toi dans 10 ans, et tu es hyper successful, tu gagnes énormément d'argent, et tu es toujours à la même place, et tu fais la même chose. Et j'ai eu l'impression de me noyer, en fait. Voilà. J'ai fait... Oui, donc tu as eu ce besoin de quitter, de partir. Et encore, c'est un métier fabuleux, mais qui a changé entre le moment où je l'ai commencé, où vraiment j'avais l'impression de contribuer à faire grandir des boîtes, à les aider à déployer tout leur potentiel. Et quand je suis partie, pour moi, on était plus dans du trading, en fait. Il y avait tellement d'argent et tellement peu d'assets que c'était plus une question de trouver les pépites et de déployer leur potentiel. C'était une question de qui payerait le plus, et pour un banquier, de qui offrirait les meilleures conditions. Et donc de là naît une perte de sens par rapport Exactement. à... Okay. Exactement. Il y a eu une grosse perte de sens parce que ce qui m'anime, effectivement, c'est le potentiel. Que ce soit le potentiel des gens ou le potentiel des situations ou des entreprises. C'est vrai que mon boss me disait comment tu fais pour miser sur des entreprises où personne ne veut aller. Par exemple, Webhelp, à l'époque, je ne sais plus, c'était en 2004 ou 2005, je ne me souviens plus, mais personne voulait financer Webhelp. Tellement personne que j'avais 2 mois pendant lesquels j'ai négocié avec mon comité de crédit. Et honnêtement, je les ai eus à l'usure. Hein. Quand ils m'ont dit oui, c'était juste pour qu'ils n'entendent plus parler de moi. Mais moi, j'étais persuadée que c'était une boîte magnifique. Ouais. Et oui, donc il n'y avait plus ça. Il n'y avait plus ce côté-là. C'était plus du trading, la transaction. Ouais. J'en viens à une autre question. Est-ce qu'il y a un film qui t'évoque le coaching ? Oui. Alors, le premier qui me vient en tête, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Évidemment. Et c'est un film que j'ai vu quand j'étais très jeune et qui m'a énormément marqué. Et aujourd'hui, je sais pourquoi il m'a marqué. Mais si je fais le lien avec le coaching, je dirais il y a 3 scènes ou 3 moments de ce film qui font un lien avec le coaching. Le premier, évidemment, c'est la scène mythique où Robin Williams se met sur son bureau et dit à ses élèves il faut s'obliger à regarder les choses sous un autre angle, même quand on croit savoir. Et clairement, en quoi c'est une métaphore du coaching pour moi, c'est parce que quand on répète les mêmes comportements, Johanna, finalement, et tu le sais parce que tu es coach aussi, c'est parce qu'on a une vision de tunnel. En fait, au bout de notre lorgnette, on voit qu'une option d'action. Et donc,
on répète. Et pour moi, la première contribution du coaching, c'est d'ouvrir le regard afin de libérer le potentiel d'action. Si j'ouvre le regard, alors j'ai effectivement l'action que j'avais en ligne de mire dans ma vision tunnel, mais j'en ai plein d'autres. Et là, je peux choisir. Et même si je choisis la même action que celle de ma vision tunnel, c'est pas pareil. J'ai choisi, j'ai pas subi. Oui. Et ça fait une différence énorme. Donc, moi j'appelle ça changer de regard pour changer. Et donc le changement de perception est un vrai changement en soi. Il va permettre l'action, il va libérer le potentiel d'action. Parce que, in fine, et je le dis haut et fort à tous ceux qui nous écoutent, seule l'action permet de changer. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est aussi simple que ça. La compréhension ne suffit pas. La deuxième scène, le deuxième moment, qui est composé de plusieurs scènes, c'est quand Robin Williams leur dit « Quand vous lisez un livre, ne laissez pas l'auteur décider pour vous ». Et dans le même moment, je mettrai l'épisode où ils sont dans la cour du lycée, du pensionnat, et qui demandent à 3 élèves de marcher, et qui finissent par marcher en cadence, sous le rythme des applaudissements, des claps des autres élèves. Et c'est pour leur montrer le danger du conformisme. Le danger qu'il y a à penser que quelque chose est vrai, juste parce que 3 personnes pensent que c'est vrai. D'où l'importance de penser par soi-même. Et c'est aussi comme ça qu'on fait valoir son droit à la liberté, finalement, à être qui on est, son pouvoir de choisir. Et le troisième, moi qui m'a beaucoup fait rire, le troisième moment de ce film, c'est quand il explique de manière très sérieuse aux élèves qu'on peut mesurer la poésie sur un axe des abscisses et un axe des ordonnées, en fonction de l'importance du sujet et de l'éloquence du poète, et qui leur dit tout ça c'est n'importe quoi, déchirez la page, déchirez-moi tout le chapitre, déchire la page, déchire tout le chapitre, déchire tout. Et je crois que ça rappelle une chose importante, c'est qu'on est humain. Et que notre humanité, que la poésie, la beauté et notre sensibilité, elle fait partie du processus de coaching. Et qu'on ne peut pas gommer qui on est. À la fois en tant que coach, on est son propre instrument. Et à la fois en tant que coaché, on doit prendre en compte la particularité du coaché. Écoute, si les personnes n'avaient pas vu ce film, je pense que ça donne très envie de le revoir. J'ai totalement spoilé le truc. Peut-être aussi un peu, mais c'est vrai que ces scènes, elles sont assez épatantes et justes. Est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire d'un coaching qui t'a marqué en expliquant quelle était la demande initiale, comment s'est déroulé le coaching et avec quoi est reparti le coaché? Alors, plutôt que de prendre un coaching en particulier, je vais prendre un groupe de coaching assez similaire pour des raisons de confidentialité. Donc je prendrai tantôt des exemples ici, tantôt là, mais c'est des coachings qui se ressemblent assez, puisque le contexte est le même. C'est souvent le contexte de femmes brillantes, très performantes, très diplômées, qui sont arrivées à un haut niveau dans l'entreprise et qui arrivent complètement à bout de souffle, certaines en burn-out et d'autres en passe d'entrer dans un burn-out sévère. Et elles sont vidées de leur énergie, elles subissent une pression qui leur semble insoutenable et elles sentent le besoin de se sauver dans les deux sens, de partir de l'entreprise et de sauver ce qui peut être sauvé chez elles.
Et donc j'en ai eu un certain nombre des cas comme ça, et c'est pas un hasard, mais voilà. Je crois que la première des choses, en tout cas, qui me paraît importante dans un tel contexte, c'est de leur dire vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Parce que si elles se considèrent, et c'est souvent le cas, j'ai un problème, je suis le problème. Si elles se considèrent être le problème, alors il n'y a rien à faire en fait. On doit absolument externaliser le problème, ce n'est pas elles le problème. L'autre tendance, donc ça les rassure tout de suite de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce cas-là, donc elles ne sont pas un problème. Ouais. Le deuxième point, c'est, je dirais leur deuxième réflexe, c'est de se dire « Ah ben c'est peut-être l'entreprise où je suis ». Parfois c'est le cas, effectivement, il y a des entreprises toxiques, on va pas se mentir. Parfois c'est pas nécessairement le cas, en fait elles veulent partir, mais j'ai l'intuition que si elles vont ailleurs, elles vont juste reproduire la même chose. Je crois que c'est John Kabat-Zinn qui disait « Wherever you go, there you are ». On s'emporte avec soi où qu'on aille. Et du coup, c'est de challenger, est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que ça peut être la manière dont tu appréhendes les choses, ta relation au travail, cet aspect-là en fait, qui est finalement qui est possible à changer, qui est plastique. Du coup, je pense que ça donne de l'espoir, à la fois de se dire que peut-être que je peux rester dans cette entreprise après tout, et ça donne de l'espoir de se dire qu'on n'est pas le problème. Ça ouvre des possibles, là où c'était assez fermé en fait. Et voilà, et si elles sont prêtes à se mettre en action, et si elles croient qu'il est possible de changer et qu'elles veulent s'investir pour changer, hop, le coaching peut commencer. Donc tu commences un coaching avec des étapes qui réassurent et qui leur permettent de prendre confiance en la possibilité d'un changement éventuel. Dans ce cas précis où, quand je dis burn-out, il y en a qui pleurent toute la séance en fait. C'est, dans ce cas précis, c'est primordial déjà, avant toute chose, d'écouter ce qu'elles ont à dire. Un grand espace donné à l'écoute, de montrer que j'ai bien compris leurs problèmes, puisque je vais aller mettre le doigt sur des choses très précises qu'elles n'ont pas dites, mais qu'elles ont pensées. Et donc là, tout de suite, elles se disent « Oh là là, elle comprend, elle a compris, elle sait de quoi je parle. » Et du coup, ça rend plus facile, derrière, de pouvoir rassurer, entre guillemets, parce qu'elles sont quand même responsables de leur changement. Et si elles sont pas prêtes, elles sont pas prêtes. Je vais surtout pas les pousser, en fait. Ok. Et comment t'envisages ensuite la suite d'un tel coaching ? En général, il y a des symptômes. Si elles en sont arrivées là, c'est qu'il y a des symptômes bon élève, perfectionnisme, micromanagement, se mettre la pression toute seule. Et ces symptômes-là ils s'expriment différemment selon les personnes, etc. Mais en général, ils sont présents. La première des choses que je leur demande, c'est qui tu veux devenir dans 5-6 mois, à l'issue de ce coaching. Décris-moi, comme si tu y étais, quel type de leader tu veux être. Et cette question est importante parce que déjà, elle leur redonne de l'autonomie. Elles sont plus là à subir les choses et leur environnement. Elles reprennent le volant. Et puis parce qu'elles vont exprimer quelque chose qui leur ressemble. Donc qu'elles savent pouvoir atteindre. Parce que ces femmes-là ne me décrivent pas le même type de leader. Elles ont en elles ce leader en puissance. Et le but, c'est de sortir ce leader en puissance qu'elles savent être au fond et de lui donner une réalité.
Alors, mon rôle dans ça, c'est vraiment de leur demander d'examiner tous les aspects, toutes les dimensions de ce leadership et surtout d'être hyper précise dans ce qu'elles me décrivent, dans ce qu'elles me disent, etc. Et ça, c'est la première étape. Et bien sûr, une fois que cette étape est faite, c'est de se dire, ok, où tu en es aujourd'hui? Où tu en es en les sortant de l'évaluation de la bonne élève, hein. Oh là là, alors soit l'autoflagellation, je suis nulle, je suis à 1, j'ai honte, soit quand même, peut-être que je vaux un 3. Et je leur explique tout de suite que la note, moi, je m'en fous en fait. C'est pas... Le but, c'est d'être le plus... d'avoir la carte. Le but, c'est d'avoir la carte la plus juste. D'avoir un audit le plus juste et le plus précis de leur réalité. Parce que quand on surestime ou quand on sous-estime les choses, en fait, on les voit pas pour ce qu'elles sont. Ça nous donne une carte biaisée du monde, en fait. Une lecture biaisée du monde. Donc, l'idée, c'est de s'évaluer de manière juste. Sachant que, voilà, elles vont pouvoir progresser jusque là où elles veulent aller. Mais comment tu les aides en tant que partie prenante à se juger, à s'auto-juger Je leur explique que la notation doit juste exprimer leur vision de la réalité. Et qu'elle doit ni chercher à paraître mieux qu'elles ne sont, ni s'auto-flageller pour que je leur dise « mais non, tu as quand même un peu plus que ça », ce que je ne ferai jamais, en fait. C'est dire, voilà, l'important c'est que si je veux me diriger dans le métro de Paris, j'ai la carte du métro de Paris, pas celle de Londres. Donc je veux que tu t'évalues de manière juste. Et d'ailleurs ça, ce sera tout au long du coaching, de s'auto-évaluer de manière juste. C'est un pan du travail qui est assez important. Pour diminuer la dépendance justement au jugement d'autrui. Et comment toi tu détermines, tu évalues si c'est juste ou pas juste? Il y a des tonalités, il y a la manière dont elles le disent. Dans non, franchement, je suis nulle, je suis à 0. Ou bien peut-être que je pourrais m'accorder un 3. Donc ça se sent en fait, ça se voit. Et c'est là où je leur explique, peu importe la note en fait, elle n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la progression. C'est pas d'où on part, c'est combien on progresse. Et voilà. Et puis ensuite, c'est des sessions avec des objectifs de séance, donc beaucoup plus actionnables dans les 15 jours qui suivent la séance et qui traitent de leur challenge du moment. Voilà, des séances classiques. Voilà. Et l'idée, c'est vrai que je les accompagne à changer de regard pour changer, à ouvrir le champ des possibles, à s'autoriser à expérimenter d'autres choses. Et une fois qu'elles ont changé de regard, de quelle manière elles ancrent ce qu'elles ont appris ou perçu? Alors, le changement de regard va leur permettre de tester une nouvelle action. Ok. Tester cette nouvelle action va leur donner un feedback de l'expérience, du réel, qui va, la plupart du temps, dire en fait, j'en suis pas morte. En fait, on m'a même fait un compliment. En fait, ça s'est même bien passé. En fait, j'étais même fière de moi. Et donc là, on a un feedback loop qui ancre une nouvelle façon de faire. Mais le vrai ancrage, il sera à la fin. Parce que je suis très vigilante à bien ancrer le changement. Puisque, selon Palo Alto, le vrai changement est double. Changement de perception et de réalité. Parce qu'on peut avoir l'un sans l'autre. Et dans ces cas-là, le changement n'est absolument pas pérenne. C'est qu'une fois à l'heure du bilan, elles vont pouvoir quantifier leur progression en s'auto-analysant de façon juste sur chaque dimension. Et je vais leur demander de substantifier cette progression. Si elle me dit « je suis passée de 3 à 8 », très bien. Qu'est-ce que tu as fait spécifiquement
pour passer de 3 à 8. Et là, elles vont me donner des exemples de choses qu'elles ont faites qui illustrent de manière parfaite le nouveau comportement. Ouais. Et ou bien je vais leur demander aussi de me faire un avant-après. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour changer? Et donc ça conscientise les changements et ça les ancre dans la réalité. Et ça fait le lien entre la réalité et la perception. Et qu'est-ce qui te marque dans ce type de coaching? Pourquoi tu racontes ces coachings-là en particulier? Ce qui me marque, c'est de voir qu'il y a autant de femmes, qui ont les mêmes patterns, qui sont autant en souffrance, et tout en essayant de bien faire, tout en se coupant en quatre, et qui étouffent en fait, à vouloir être superwoman. Et parce que voilà, je suis sensible à la cause du leadership féminin, et que je veux que les femmes, en tout cas je veux contribuer à les aider à prendre leur place à la fois au travail et dans la société. Et que voilà, c'est pas un hasard en fait si elles ont ce schéma-là. C'est pas un hasard de trouver un pattern de cette sorte-là. C'est finalement, comment dirais-je, finalement, comme disait Simone Weil, la femme est la résultante d'une construction culturelle. On lui a édicté comment elle doit agir, sentir, penser. Et pareil pour l'homme, hein, attention. C'est clairement... Et donc, on s'enferme en tant que femme dans des normes, dans des stéréotypes qui ne correspondent peut-être pas. Et de gérer cette tension entre qui je suis et comment je dois me comporter, me contorsionner pour rentrer dans la case femme, c'est une perte d'énergie immense. C'est d'une souffrance intense puisqu'on ne s'accepte pas. Et pire que ça, en fait, c'est finalement se priver d'une partie de son potentiel. Imagine, Johanna, que tu es née dans une famille qui valorise les maths, etc., le rationnel pur et dur, et que ton potentiel à toi, il est dans, je sais pas, dans l'art, dans la danse. Ça veut dire que tu te couperais de facto de ton potentiel, en fait, en restant dans cette case qui te correspond pas. Et sans aller jusque-là, ça nous coupe de possibilités d'action qui seraient plus appropriées dans certaines situations. Par exemple, tu sais que tout dans la vie est polarisé, hein, chaud, froid, gentil, méchant, directif, collaboratif. Mais si je prends l'axe directif, collaboratif, on demande aux femmes d'être plutôt collaboratives et aux hommes d'être plutôt directifs. En tout cas, on les admire pour ça, on les accepte pour ça. Sauf qu'il y a certaines situations où une femme doit être directive, où un homme doit être collaboratif. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le genre. Si j'ai une communication de crise à faire au journal de 20h, que je sois un homme ou une femme, il va falloir être directif s'il me reste 1 heure pour pondre quelque chose. Par contre, si je dois animer un brainstorming, que je sois un homme ou une femme, il va falloir que je sois collaborative. Et donc, on vit dans un monde incertain, changeant. On ne peut pas se couper d'une partie de notre potentiel d'action juste pour rester dans des cases. Parce que les stéréotypes, c'était un bon proxy avant d'une certaine réalité de la femme et d'une certaine réalité de l'homme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un bon proxy de la réalité. C'est plus la bonne carte pour la réalité de la personne, pour appréhender la réalité de la personne. Pourquoi tu dis qu'avant, c'était un bon proxy? On va dire que... et encore, hein, moi je suis pas tout à fait d'accord, mais avant, on va dire, les femmes n'avaient pas
sans les réseaux sociaux, sans les possibilités de voyager, c'était beaucoup plus normé. Une femme restait à la maison, elle avait beaucoup moins de possibilités de faire des choses, de voir des choses, d'évoluer qu'aujourd'hui. Donc elle pouvait, entre guillemets, taire plus facilement ça. Mais quand on l'a développé, on ne peut plus nier cette réalité, en fait. Quel lien tu peux faire avec le premier pas? Le lien avec le premier pas. Le lien avec le premier pas, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres. C'est le regard des autres qui nous enferme, c'est le regard des autres qui nous libère. Et le regard des autres, attention, il n'est pas que négatif. Il peut être super positif. Puisque moi, tous mes super premiers pas de la mort, je les ai faits sous le regard des autres. Pour plaire, pour rendre mes parents, mes proches fiers, pour leur montrer qu'ils avaient raison de croire en moi. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, je suis allée m'installer en Irlande en parlant un anglais assez moyen. Enfin, j'ai fait pas mal de choses assez folles sous cette impulsion de vouloir rendre fiers les autres. Et c'est un peu le problème, enfin, ce qui devient un problème chez la bonne élève. Ce qui l'a servi à un moment de sa carrière la dessert à un autre moment. La bonne élève, elle a utilisé une stratégie qui lui a beaucoup servi en première partie de carrière, puisqu'elle a pu avoir une ascension fulgurante. Ses boss se disaient mais c'est génial, elle comprend vite, elle fait tout ce qu'on lui dit, etc., etc. Arrive un moment où on demande un certain niveau de seniorité, on demande de l'initiative, du leadership, de surtout pas attendre la validation externe, de surtout pas attendre que le boss nous dise quoi faire. Et c'est là que la bonne élève est en difficulté. Parce qu'elle ne comprend pas, ou disons parce qu'elle a oublié que c'était une stratégie et qu'elle s'est identifiée à cette stratégie. Elle croit que c'est elle. Et donc, elle fait ce qu'on dit dans l'école de Palo Alto. Comme elle pense que cette stratégie, c'est elle essaye plus fort. Plus de la même chose. Et en fait, la solution, c'est elle le problème. Elle s'enferme dans une solution en essayant plus fort, plus de la même chose, et elle s'en sort pas. Elle est dans un cercle infernal. Alors que, en fait, il faut changer de cadre complètement. J'ai un de mes chercheurs, j'ai un de mes coachés chercheurs qui me disait en fait, j'avais que des murs et maintenant j'ai plein de portes. Ce qui est joli, hein. Et il m'a dit, et j'ai compris, c'est que je cherchais une solution dans une dimension qui n'était pas la bonne. Il fallait que j'aille à un niveau au-dessus. Et voilà, c'était la manière dont il l'a dit, je me souviens plus exactement, mais c'était magnifique. C'est très parlant. C'est très parlant. Parce que on peut pas, certaines choses, on peut pas les solutionner dans le cadre qui a créé le problème, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a un texte que tu aimerais nous lire? Bien sûr. Qu'est-ce que je vais te lire? Peut-être pas un texte, mais un mantra. Un mantra. Voilà. C'est une citation de Jung qui dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir ». Une citation que je peux rapprocher d'une citation de Viktor Frankl. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse réside notre croissance et notre liberté. Et dans cette réponse réside notre croissance et notre liberté.
Et pour moi, ces deux citations disent la même chose. C'est cette liberté de choix qui nous rend sujet de notre vie, qui nous rend acteurs de notre chemin. Et sans cette liberté, en fait, on ne fait qu'être en réaction. On est comme un objet. On est le produit de notre conditionnement passé, de la culture, de notre éducation, etc. Et si on reprend l'exemple de collaboratif et de directif, si quelles que soient les circonstances, en tant que femme, j'agis de manière collaborative, déjà c'est un drame parce que je suis totalement prévisible, donc les autres savent exactement sur quel bouton appuyer pour avoir le résultat qu'ils veulent. Mais pire que ça, c'est que je ne suis pas sujet, en fait. Quelle que soit la situation, je donne exactement la même réponse. Comme un bol qui dit je suis là pour tenir un liquide. Donc je cherche le liquide partout. Je cherche en toute situation à collaborer quand certaines situations exigeraient d'être beaucoup plus cadrantes et directives. Et voilà. Et voilà, ouais. Et donc, je crois que c'est ça, le coaching, c'est le lieu où on apprend à s'écouter, à écouter sa voix, en tout cas, à l'entendre, parce que souvent, elle est enterrée sous plein d'autres voix. On apprend à se créer des options. On apprend à choisir. Et on apprend à devenir sujet de sa vie. Oui. Merci d'avoir partagé cette phrase, en tout cas de Jung, mais surtout de Viktor Frankl, qui, moi, pour ma part, a beaucoup résonné et m'a beaucoup aidée à titre personnel. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment une phrase magnifique. Merci Mounia. Merci Johanna. Un moment de partage. Merci, j'étais ravie. Pour ton énergie, ta clarté et cette facilité que tu as de rappeler ce que c'est le leadership pour l'incarner et pour ta générosité. Merci Johanna, c'est moi qui te remercie. Vraiment.